Le MPS est de retour et tout le monde y a intérêt pour les raisons que je vous ai expliquées. C'est pas sûr que ça aille au bout, d'ailleurs. Mais alors, il se passera rien. L'avantage, c'est que tout le monde est content. Il se passe rien pendant 2 ans. Pas de censure, pas de 49.3, rien. C'est le deal. Et exactement. Alors, 90% des gens, je crois, interrogés, disaient qu'il y avait une sorte de rejet de la politique. Je les comprends. Le spectacle qui est donné, c'est minable. C'est minable. Alors, il y a un sondage que je voulais vous proposer ce matin, les intentions de vote au premier tour d'élection présidentielle. C'est dans le Figaro Magazine, c'est assez passionnant. Madame Le Pen, elle sort entre 36 et 38% au premier tour. Ah oui, quand même. Mais son problème, c'est 36 ou 38% au premier tour. C'est pas le premier tour, Pascal, son problème, c'est le deuxième tour. Je suis bien d'accord avec vous. Mais alors, il y a plusieurs hypothèses, évidemment. Son principal concurrent, le meilleur, serait, a priori, serait Édouard Philippe, qui fait 25%. C'est le meilleur. Gabriel Attal, 20%. 20% dans un premier tour. C'est pas un sondage qui lui est très favorable. Laurent Wauquiez, dont je parlais, 6 ou 8%. 6 ou 8%, il n'y a que lui qui... C'est le score aujourd'hui des Républicains. Oui. C'est leur base électorale. Mais oui, c'est leur base électorale. Donc voilà. Mélenchon 12. Non, mais Et Mélenchon, très mauvais sondage également pour Jean-Luc Mélenchon, qui sort à 12 points, bien évidemment. C'est triste. Non, mais... Qu'est-ce qui va se passer ? D'ailleurs, le scénario, c'est pas sûr, ce que je dis, parce qu'il y a quand même quelques résistances. Oui, par rapport à quoi ? Il y a des LR quand même qui disent attention, il faut qu'on soit présent. Les ambitions de M. Wauquiez, qui ne veut pas entrer dans le gouvernement pour les raisons qu'on a dites. Bon, je vous le dis depuis plusieurs jours, la seule grille de lecture des uns et des autres, c'est 2027. Oui. Donc Laurent Wauquiez préfère bien évidemment être dans l'opposition, puisque s'il est candidat en 2027 et que les LR sont au gouvernement depuis 3 ans, il devra justifier le bilan des dernières années. Mais je suis d'accord avec vous. Mais l'insincérité de Laurent Wauquiez est tellement manifeste que ça en devient de la franchise. C'est très bon. Ça se voit tellement, je vous assure, c'est rare d'être aussi insincère. Et ça se voit tellement que ça en devient de la franchise. Alors je vous propose peut-être de l'écouter, justement, Monsieur Wauquiez. Et... Présentation, oui. Mais non, mais c'est très... Écoutez chaque chose qu'il dit, parce que c'est un homme intelligent. Oui. Et vous comprenez ce qu'il a dit hier, chaque chose qu'il dit, il dit voilà, on participera pas, mais on censurera pas. C'est le deal. C'est ça le deal. C'est honteux. On est là, les journalistes, pour décrypter ça, me semble-t-il. Donc écoutez, Monsieur Wauquiez, hier au sortir de l'Élysée. Il n'y aura pas de discussion d'un contrat de gouvernement avec des gens avec lesquels on ne partage pas les mêmes valeurs. Voilà, et c'est ça s'appelle la démocratie. Dans cette discussion, tout le monde n'a pas la même vision de ce qu'il faut pour la France, en matière de pouvoir d'achat, en matière de travail, en matière d'assistanat, en matière d'immigration. Et donc autant j'espère qu'il peut y avoir un accord pour au moins ne pas faire tomber un gouvernement, autant nous ne croyons pas à la possibilité de discuter un contrat de gouvernement avec des gens qui ne partagent pas la même vision de ce qu'il faut faire pour la France. La phrase clé, vous l'avez entendue, j'espère qu'il peut y avoir un accord pour ne pas faire tomber le gouvernement. C'est ça la phrase clé. On fait un deal sur le dos des Français. C'est ça le deal. Quand on parle de magouille, on est là. Petits arrangements entre ennemis. Je vous dis, je ne sais pas si ça ira au bout, parce que le fait d'en parler, non, mais ça va tenir. Ça peut faire bouger les choses. Ça risque de tenir, mais pourquoi faire ? C'est ça le pour problème. Rien faire. Puisque tout le monde a intérêt, tout le monde a intérêt à ce qu'il ne se passe rien. Oui. Sauf les Français. C'est-à-dire qu'on va avoir un nouveau Premier ministre qui va peu ou prou gérer les affaires courantes, c'est-à-dire ce que pourrait faire un Premier ministre démissionnaire. C'est le deal. En gros, le slogan, c'est ni sens ni censure. C'est pas faux. Voilà. Je voulais vous faire écouter certaines réactions ce matin et Marine Le Pen qui s'est exprimée. Voilà un président de la République qui vient dire qu'il n'y aura pas de 49.3 à la place d'un Premier ministre qu'il n'a pas nommé, ce qui quand même peut paraître étonnant. En tout cas, c'est plus la Ve République. Et des chefs de parti qui viennent dire qu'ils n'utiliseront pas un outil qui est celui de la Constitution, même s'il s'agissait de défendre les Français d'un danger imminent. Donc c'est un détournement, un contournement de la Constitution. C'est un contournement de la Constitution, c'est du rodéo en réalité. Ces gens-là montent sur le cheval, non pas pour aller quelque part, ils montent sur le cheval pour y rester. Même si le cheval se cabre, même s'il fait des ruades, eh bien l'important pour eux, c'est de rester assis sur la selle du cheval. Ça n'est pas la vision que j'ai de la politique.
Olivier Faure s'est exprimé tout à l'heure chez nos amis de BFM. Et qu'a-t-il dit sur les possibilités de Premier ministre? Et notamment, j'ai de l'estime pour François Bayrou. Simplement, il est celui qui a accompagné depuis 7 ans pas à pas le Premier ministre. Et ce que les Français veulent, c'est une rupture avec la politique qui a été conduite jusqu'ici. Ça ne peut pas être François Bayrou, dit Olivier Faure. En fait, mais la seule possibilité pour Emmanuel Macron, c'est de nommer un ministre de droite, Monsieur Lecornu, de ce point de vue-là. Monsieur Retailleau. Ou Monsieur Retailleau. Simplement, je le répète, tu te mets sous la possibilité de censure du Rassemblement national, donc tu demandes au Premier ministre de droite d'être un peu plus habile que Michel Barnier et de négocier avec... alors, la négociation, ça peut être quoi? Par exemple, tu supprimes l'AME, tu fais l'AMU à la place, tu économises 600 millions d'euros d'un coup, ce qui est intéressant, et tu dis au Rassemblement national, voilà... Nous entendons... C'est pas l'allié le plus fiable non plus, le Rassemblement national. Mais c'est pas un allié. Vous n'avez pas besoin d'un allié, vous avez besoin de quelqu'un, voilà. Et c'est des intérêts communs. Mais c'est des intérêts communs qui correspondent au vote du mois de juin. C'est ça la différence. On est d'accord. C'est les 11 millions d'électeurs. Alors que les autres, c'est des intérêts communs qui ne correspondent pas au vote. Il y a une chose qui m'échappe là. Éric Nolot. Si c'est pour appliquer le programme du Front National, autant faire une alliance avec eux. Si Non, il s'agit de concessions sur des points précis. Si vraiment ils pensent la même chose, la droite. Mais non, ce sont des concessions sur des points précis. Mais par exemple, sur l'AME, quelle est votre position? Vous êtes pour l'AMU ou l'AME? Moi, je suis pour une réforme de l'AME, oui. Bon, mais comme tous les Français, c'est pas le Rassemblement national. Non, ce sont les Français qui sont exprimés à travers 11 millions d'électeurs. Oui, mais quelle est la limite des concessions? Moi, je veux mais dire c'est pas une concession. Si. C'est écouter les électeurs. Entre Barnier et le Front National, c'était une histoire de concession. On est quand même d'accord. Il a lâché sur certains points, pas sur d'autres, etc. Si c'est pour lâcher sur point après point, autant s'allier directement avec eux. Ce sera plus clair. Moi, je pense que c'est la solution la plus claire. Puisqu'au fond, ils ont l'air de penser la même chose sur beaucoup de sujets, non? Mais d'abord, c'est une réalité. Vous le savez bien qu'il y a des passerelles. Simplement pour des raisons d'affichage. Pour des raisons d'affichage. Pas idéologie, d'ailleurs, pour des raisons d'affichage. L'union des droites n'est pas possible en France. Bien sûr. C'est ça la solution la plus claire. Oui, mais elle n'est pas possible en France. Non, mais la politique est malade. La politique est malade. C'est-à-dire, la maladie, c'est l'absence de rationalité, l'absence d'efficience, l'absence de concret, l'absence d'incarnation. Et comme vous le soulignez, cette logique d'affichage à vouloir cliver à tout prix, ils ont voulu cliver pendant des années et sur du clivage, le président de la République a apposé une dissolution. Donc vous apposez du clivage à la dissolution, personne ne peut s'entendre. D'ailleurs, d'une certaine manière, je reviens... Éric Revel. Je pense que Marine Le Pen a commis une erreur. C'est-à-dire que quand... elle fait 38%. Hein. Non mais attendez, elle fait 38%. Le Pen démarre toujours très haut dans les sondages. Oui. Pour le moment, elle fait une erreur, mais ça ne se voit pas dans le sondage. Je vous rappelle que François Hollande avait commencé à 3%. Bon, je suis d'accord avec vous, mais là... Non, mais ce que je veux dire, c'est pas sanctionné dans les sondages. Elle aurait pu faire comme au casino, ramasser son gain. Elle avait obtenu des choses de la part d'un Premier ministre LR. Et c'était peut-être une façon pour elle de dire, en fait, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de poser les bases d'une union des droites. Or, elle a pas récupéré son gain. Et je pense que c'était une erreur politique. C'est mon... Mais vous savez, dans ce qui a été annoncé hier, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est quand Macron dit « j'ai la volonté de ne pas dissoudre pendant 30 mois ». Alors je vais vous dire, tout le monde a dit « ah, c'est formidable, ils s'achètent leur plat de lentilles députés ». Mais pour moi, c'est un signe d'affolement politique. C'est-à-dire qu'en fait, il abat sa dernière carte. Pour essayer d'avoir une pseudo-coalition, il dit « je ne vais pas vous embêter pendant 30 mois, ne m'emmerdez pas jusqu'à la fin de mon quinquennat ». Mais ça, c'est la dernière carte qu'il peut abattre, à mon sens. Mais c'est pour ça qu'il cherche cette alliance. C'est pour ça qu'il cherche cette alliance. Et il a intérêt à cette alliance. C'est tout. C'est ce qu'on a. Il a intérêt à cette alliance pour rester à l'Élysée. Oui. Voilà. Il a intérêt. Et il pense que c'est son intérêt. Il pense sans doute que c'est aussi l'intérêt de la France qu'il reste à l'Élysée et que le Rassemblement national ne soit pas une menace. Vous vouliez dire quelque chose, Sarah Salman? Non, pas. Enfin. Eh bien, est-ce que nous pouvons écouter? Qu'est-ce que nous pouvons écouter? Parce qu'il y a eu beaucoup de réactions ce matin. Monsieur Coquerel sur TF1 ce matin. Écoutons. Ça, c'est intéressant. Il faut aussi arrêter avec tout ce qui a un lien avec je ne sais quelle coalition, notamment le Parti Socialiste qui, par exemple, dit aujourd'hui on pourrait s'entendre sur pas de 49.3 et pas de motion de censure. Autant ne pas s'opposer dans ces cas-là, si c'est un gouvernement de droite. On doit faire en sorte de faire cesser ça. Et faire cesser ça, il y a deux solutions, nous l'avons toujours dit. Soit l'inciter à nommer un gouvernement NFP, soit parce que c'est le point de blocage qu'il parte pour qu'on le revienne au peuple. C'est très intéressant d'écouter Éric Coquerel
et d'écouter en même temps Olivier Faure. L'un parle du nouveau Front populaire, l'autre parle de la gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des socialistes qui ne parlent plus du nouveau Front populaire, qui ne demandent plus forcément un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Non mais c'est-à-dire que les socialistes, lorsqu'on les écoute précisément, sont prêts aujourd'hui à se détacher de la France insoumise. Ils sont prêts à se détacher parce qu'ils ont eu le calcul d'Emmanuel Macron est là et le calcul des socialistes mais est là. Avec proportionnel au bout, parce qu'autrement ils sont... Mais je pense qu'ils l'ont déjà gagné. Mais c'est ça le deal. En scrutin majoritaire à 2 tours, tu es obligé d'être avec Mélenchon. Autrement, tu reviens à 20 députés PS. Ils en ont 70. En proportionnel, tu feras peut-être 10%, le PS, ou 8%, ou 7%. Donc, tu auras ta liste. Les classiques seront au départ. Olivier Faure, Bavalo, ils se mettront ensemble, bien au chaud, et ils auront leur place. C'est ce que va leur proposer le président de la République. Ils ne pensent qu'à ça. C'est ce que m'a dit son entourage. Et ça, me semble-t-il, les journalistes doivent le décrypter. Oui, on doit décrypter, autrement, ils ne font pas leur job. C'est la seule boussole de M. Faure. Est-ce que je sauve mon siège ou pas? Mais c'est la seule boussole de tous les politiques. Ça se passe comme ça. Si je risque de le perdre, ça va se passer autrement. C'est leur seule boussole. Mais pas que Olivier Faure. Pas que Olivier Faure. Ils sont tous à penser à leur petit poste et l'intérêt des Français passe derrière. Ce qui est très intéressant avec LFI, c'est que depuis le 7 octobre, ils nous expliquent qu'il faut un cessez-le-feu et pourquoi pas négocier avec le Hamas. Et là, ils sont incapables de faire une coalition. Mais je vous répète, le président de la République, s'il veut être raccord avec le pays, il doit nommer un Premier ministre de droite. C'est simple. La gauche pèse 26% dans ce pays. Oui, mais regardez, il reçoit Marine Tondelier. C'est quand même invraisemblable. Donc tout le reste, c'est de la magouille. Mais Pascal, regardez, il reçoit Marine Tondelier qui pèse quoi, 5%, et Marine Le Pen, c'est non, alors qu'elle pèse 11 millions. Alors ça, c'est encore autre chose. Mais alors le président de la République n'a sans doute pas tranché entre François Bayrou, Catherine Vautrin, Monsieur Lecornu, Xavier Bertrand. Évidemment, je pense qu'il a tranché, mais Xavier Bertrand, il peut évidemment pas venir. Et puis pourquoi pas Jean-Louis Borloo? Pourquoi pas Jean-Yves Le Drian. Pourquoi pas Jean-Yves Le Drian, je ne sais pas. Jean-Louis Borloo, si c'est tout ça pour ça... François Bayrou, Nicolas Sarkozy... Attendez, Jean-Louis Borloo, il a écrit un excellent bouquin. D'accord. Excellent bouquin. Borloo, c'est un Premier ministre de droite c'est quelqu'un qui penche à droite. Ah oui, bon, c'est un centriste, M. Borloo. Oui, mais c'est quelqu'un qui penche à droite. La façon dont le président de la République avait planté son grand plan de relance, on peut en penser ce qu'on veut, des banlieues, vous vous souvenez Le mépris. Mépris avec qui. Éric Revel. Et puis, juste quand même, parce qu'il faut juste avoir une petite mémoire de poisson rouge, qui, mon cas, est courte. Moi, ça m'amuse beaucoup d'entendre le président de la République appeler à cet ensemble. Dans son adresse à la nation il y a 4 jours, il taxait ceux qui avaient voté la censure d'irresponsables. Et parmi ceux qui ont voté la censure à gauche, il y avait le PS. Mais attendez, mais comment est-ce que vous voulez que les Français... Non mais c'est même plus de la... Mais on nous prend pour des imbéciles en permanence. Allez lui dire, il veut pas venir, qu'il vienne, allez lui dire. Ce qui est incroyable, c'est que c'est pas son job de faire ça. Mais non. C'est-à-dire, il doit nommer un Premier ministre, c'est le Premier ministre qui doit consulter ça. C'est pas son job. C'est pas son job de faire ça. Bon, il le fait. Mais en même temps, c'est lui qui est responsable de la situation. C'est lui qui a créé les situations du chaos. Donc il peut essayer de rajouter un peu de chaos. J'interroge Marine Lançon parce qu'elle me dit les interventions qu'on va... et voilà, alors Lisnard, Monsieur Lisnard était ce matin avec Sonia Mabrouk. Alors, Monsieur Lisnard, qu'est-ce qu'il nous dit ce matin? Lui, il a été écarté des instances du LR. Parce qu'il est trop bon. On se prive d'un élément il est trop bon. Très pertinent. Et comme il a effectivement pas sa langue dans sa poche, on est dans un moment d'accélération, d'un délabrement. La difficulté est comment gérer un pays tout de suite et comment créer un sursaut. Donc David Lisnard, évidemment, il a été écarté. C'est toujours pareil. Le président de la République, soit il se met d'un point de vue institutionnel et il doit recevoir toutes les formations, y compris LFI et le RN, soit il se positionne comme une sorte de chef d'une majorité qui n'existe pas. Mais comme il dit les choses, il est écarté. C'est ça la réalité. À chaque fois qu'il y a de bons éléments, comme François-Xavier Bellamy, ils sont écartés. Exactement. La présidentielle comme grille de lecture. Et avec une connaissance commune. Et puis une connaissance de terrain, effectivement, comme vous le dites. Alors, il y a une réunion sans doute secrète. Alors, Madame Tondelier, on l'a écoutée hier, donc c'est pas utile de la réécouter. Bon, Madame Tondelier, rien contre elle, mais non, mais en fait, ce sont des gens qui ne pèsent pas en termes électoraux. Ils représentent qu'eux-mêmes. Pas qu'eux-mêmes non plus, mais ils pèsent pas.
Bon. Donc, en revanche, je voudrais qu'on voit le sujet entre une réunion secrète entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, tellement secrète d'ailleurs qu'on la connaît. On adore toutes les réunions secrètes qui fuitent dans la presse. Gauthier Lebret. Qui les fait fuiter, et que Gauthier Lebret, ah ben ça c'est bon. Oui, ça. Et que Gauthier Lebret va nous raconter qu'est-ce qui s'est dit dans cette réunion secrète. C'était une réunion très discrète entre deux présidents. Dimanche soir, à l'Élysée, Emmanuel Macron a convié Nicolas Sarkozy pour échanger au sujet du futur gouvernement. L'ancien président plaide pour poursuivre l'alliance du socle commun entre les macronistes et les républicains, avec toujours le même risque, celui d'une motion de censure de gauche votée par le Rassemblement national qui pourrait une nouvelle fois renverser le Premier ministre. Nicolas Sarkozy pousse Sébastien Lecornu à Matignon et souhaite que Bruno Retailleau conserve son poste de ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau qui se verrait bien propulsé numéro 2 du gouvernement. Le problème, Emmanuel Macron hésite et espère arracher le Parti socialiste aux griffes de la France insoumise. Si le PS ne censure pas, le RN perd son pouvoir de vie ou de mort sur le gouvernement. Mais pour convaincre le PS de ne pas censurer, le président ne peut pas nommer Sébastien Lecornu à Matignon et promouvoir Bruno Retailleau. Il est coincé. S'il y a bien un cas de figure que Nicolas Sarkozy ne veut pas voir advenir, c'est la nomination de François Bayrou comme Premier ministre. Le maire de Pau a appelé à 2 reprises, en 2007 et en 2012, à voter contre lui au second tour de la présidentielle. Si Emmanuel Macron fait malgré tout le choix de nommer l'ancien ministre de l'Éducation nationale, sa relation avec Nicolas Sarkozy pourrait se voir terriblement entachée. Non mais... François Bayrou n'est pas l'homme de la situation, on peut le dire comme ça. Bien sûr, il y a qu'un. Je trouve que M. Lecornu ou effectivement M. Retailleau correspondent à un profil possible. Mais en fait, l'erreur de Éric Nolot. Michel Barnier, expliquez-moi. Oui. Qu'est-ce que ça change Pour le dialogue avec le Rassemblement national. Eh bien, je vais vous dire ce que ça changerait. C'est que M. Barnier n'a pas été habile, ni avec Marine Le Pen, mais les plus durs, ce sont les députés de son camp qui disent effectivement. Il n'a pas écouté, il n'a pas été vous avez une manière de charger la barque de Barnier qui est quand même étrange. Parce que mais il s'est exprimé, Michel Barnier, il a raconté comment ça se passait. Et apparemment, il y a quand même un jeu de la part du Rassemblement national qui voulait obtenir des choses, mais qui voulait se le payer aussi. Donc, je ne sais pas si l'habileté fera la différence. Mais Gabriel... Je crois que Lecornu se retrouverait dans la même situation avec les deux extrêmes qui se refermeraient sur un jour ou l'autre. Il est plus mobile. Ah, oui. D'accord. Bah, on nous a vendu Michel Barnier comme un fin négociateur. Il est plus... Oui. Bah oui, on nous l'a vendu comme ça. Oui, on l'a mal vendu. Je partage l'avis d'Éric Nolot, pardonnez-moi Pascal, mais je trouve que Barnier... mais oui, mais c'est passé. Non, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. C'est passé. Non, mais ok, c'est le passé, mais on peut quand même lui rendre hommage. Il a rendu non, mais je vais vous dire pourquoi. Au-delà de ce qu'il n'a pas fait, au-delà de ce qu'il n'a pas négocié, au-delà de ses maladresses, c'est que moi, vous savez pourquoi il a augmenté les impôts. Et c'est une ligne rouge pour la droite. La première chose que doit faire M. Lecornu, s'il est nommé, c'est qu'il n'y aura pas un centime de hausse d'impôt. Voilà ce qu'il doit dire. Pardonnez-moi. C'est ça un ministre de droite. Pourquoi c'est pas possible ? C'est possible. Non, c'est possible. Avec l'augmentation des retraites de 2,2%, vous savez ce qui va se passer ? Il n'y aura pas de 4 milliards d'euros d'économies, il y a 6 milliards en plus. Il faut trouver 10 milliards de plus sur le budget 2025. Mais on va te les trouver très rapidement. Non mais sur Barnier quand même, au moins accepter l'idée qu'il a donné une autre image de la façon de faire de la politique. Mais si, c'est important. Vous trouvez que donner une autre image d'augmenter les impôts quand vous rigolez pas mal. Vous voulez que je vous parle des entreprises qui sont très contents que M. Barnier ne soit plus là. Écoutez, moi j'ai adoré quand il a dit à Panot, plus vous serez... Mais enfin, oui, parce que vous êtes... Ça, c'est... Mais on s'en fout de ça, c'est mon côté boomer. Oui, mais non, mais bon... C'est mon côté boomer. Vous avez le nez dans le guidon et il y a un peu de hauteur. Bon,